Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour cette 19e chronique depuis le début de l'année avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci Monsieur Cohen encore une fois pour votre disponibilité et ponctualité. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Voilà, donc on est sur la 19e chronique depuis le début de l'année et Oui. donc on va aller aujourd'hui sur un sujet d'actualité, une loi qui a été qui va être proposée à l'Assemblée et votée, la loi contre l'antisémitisme. Donc je vais passer ce que je vais faire. Je vais passer un petit audio parce qu'on avait Oui, parlé un petit peu de ça sur des précédentes émissions. Il me semble que c'était au mois de février. Et d'accord. j'ai un petit audio que je vais passer. Et puis derrière, vous commencerez votre analyse. Et comme Bien. d'habitude, les amis, toutes celles et ceux qui veulent participer à réagir et poser des questions sur la thématique, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, on traitera aussi un petit peu des événements de l'actualité de la semaine. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets le petit audio. On y va. C'est pas ça. Non. Hop. Non. Alors, je vous descends, Monsieur Cohen, et je vous remonte juste après. Oui, d'accord. Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Bien. Et pourquoi j'ai choisi de parler ce soir de ce thème? C'est pour vous montrer comment les Sayanim utilisent l'antisémitisme pour manipuler les États et éliminer toute critique. Ce qui peut paraître anodin au départ, après tout, on définit l'antisémitisme. Sauf que, d'abord, c'est une organisation qui a pour titre la mémoire de l'Holocauste, qui se revendique de la mémoire de l'Holocauste. Donc, en principe, il devrait y avoir un signal d'alarme. D'accord? Mémoire de l'Holocauste, ça veut dire qu'on va utiliser certains thèmes pour manipuler l'opinion ou pour orienter la définition de l'antisémitisme. Bon, donc c'est une organisation privée, c'est une ONG ou c'est une alliance, voilà, et qui probablement a été certainement manipulée par le Mossad et qui a établi une liste des critères qui définissent l'antisémitisme. Bien. Ça aurait pu rester. Voilà, Monsieur Cohen, donc je vous laisse commencer votre analyse. Et Alors, cette semaine, devant le Parlement français, l'Assemblée nationale ou le Sénat, je suis désolé si là, je ne peux pas vous le dire, mais une des deux chambres. Parce qu'en général, tout texte de loi va ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat et après, il va dans l'autre chambre. D'accord? Bien. Et en tout cas, il y a une loi, un projet de loi qui est en train d'être voté, dont l'article 1 a été déjà voté. D'accord? Ça veut dire que lorsque la loi entière sera votée, publiée, elle deviendra effective, elle aura force de loi. C'est-à-dire, tout le monde doit la respecter. Cette loi, elle dit, nous allons combattre l'antisémitisme à l'université. Très bien, pourquoi pas. Sauf que, c'est quoi l'antisémitisme au fait? Eh bien alors, le texte de loi dit, les textes de loi se réfèrent à la définition publiée par l'IHRA, c'est-à-dire cette Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui a défini un certain nombre de critères pour établir
s'il y a de l'antisémitisme ou pas. Alors, en quoi c'est important? C'est important parce que lorsque la loi sera votée et appliquée, quasiment les universités françaises ne pourront plus, écoutez bien ce que je dis, dans les universités françaises, on ne pourra plus faire une conférence, écrire une thèse de doctorat, un mémoire, dire un cours sur pas mal d'aspects du sionisme qui gênent Israël. Et je vais vous les citer, parce qu'ils relèvent de la définition de l'antisémitisme. Donc, par exemple, dire le pouvoir des Juifs en tant que collectif, le mythe d'un complot juif, ou d'un contrôle des médias, de l'économie, des pouvoirs publics ou d'autres institutions par les Juifs. Ça veut dire, si vous faites un cours à l'université, si vous faites une conférence, si vous invitez Jacob Cohen pour parler des Sayanim, ça ne sera pas possible. Parce que les Sayanim, ça fait partie, et si un étudiant veut faire une thèse de doctorat sur les Sayanim, on lui dira que c'est de l'antisémitisme. Parce que ça relève du mythe d'un complot juif ou d'un contrôle des médias. Donc, si vous dites qu'il y a des Sayanim dans les médias qui sont contrôlés, ou l'économie, c'est de l'antisémitisme. Ça veut dire que vous ne pourrez même plus le dire à l'université. L'université, c'est le temple du savoir. Donc, par exemple, un Shlomo Sand qui a fait sa thèse de doctorat en France, il ne pourra plus la faire. Et écoutez bien ceci, hein, soyez conscients de ce qui va se passer en France lorsque la loi sera votée. Alors, toute négation du génocide, bon, ou bien le reproche fait au peuple juif ou à l'État d'Israël d'avoir inventé ou exagéré l'Holocauste. Alors, il y a un fait très important. Vous savez que les Sayanim, moi personnellement, enfin, je les accuse d'avoir le cœur porté sur Israël plus que sur leur pays d'origine. Ça veut dire qu'un Sayan français, je ne vais pas citer de nom, mais vous pouvez, il y en a 4000 à 5000, donc vous pouvez imaginer de qui je parle. Si vous dites que tel ou tel est plus proche d'Israël que de la France dont il est citoyen, c'est de l'antisémitisme, d'après la définition de l'IHRA. Donc, ne vous avisez pas à l'université, tout ça va s'appliquer à l'université, dans toutes les universités françaises. Si vous dites que, par exemple, l'existence de l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste, oh mon Dieu, c'est pas possible, quand même. Non, ça, c'est de l'antisémitisme. Ça veut dire, par exemple, vous savez, Ilan Pappé, enfin, Norman Finkelstein, etc., tous ces universitaires, ils ne pourront plus, leurs livres seront interdits. Ils ne pourront plus faire de conférences. Aucun étudiant ne pourra faire une thèse de doctorat là-dessus, ou un mémoire de 3e cycle. Si vous faites des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis, par exemple, camp de concentration de Gaza, ciel ouvert, etc., génocide. Bon. Quel est le but de cette loi? Entre parenthèses, vous savez, il y a l'IHRA, la définition de l'antisémitisme, a été établie il y a 9 ans. Et regardez, avant que je parle de l'IHRA, franchement, combien de gens parmi nous, parmi ceux qui parlent de la Palestine, parmi ceux qui ont des chaînes vidéo
qui parlent du monde arabe, de la Palestine, combien qui manifestent, combien ont parlé de l'IHRA? Voilà, bon, je pose la question, vous connaissez la réponse. Et malheureusement, avec cet exemple, avec cet article 1 de la nouvelle loi sur l'antisémitisme dans les universités, il va devenir quasiment impossible de faire quelque travail que ce soit sur Israël, sur l'apartheid, sur le nettoyage ethnique, sur ce que vous voulez. Voilà. Parce que la définition de l'IHRA, regarde, je vous ai donné quelques éléments, il n'y en a pas tout, mais je vous ai donné à peu près les principaux. Et interprété par des gens, comment dire, qui sont bien intentionnés en faveur d'Israël ou mal intentionnés vis-à-vis des critiques, ils vous diront ah ben ça relève de la définition de l'IHRA, donc c'est antisémite. Et donc soyez bien conscients que c'est un coup fatal porté à la critique du sionisme et des sionistes au sein des universités. Ça veut dire que le monde universitaire va être muselé. Voilà. Bon. Je le dis avec beaucoup de tristesse et, comment dire, presque de la résignation, parce que, vous savez, ça fait des années et des années que je parle, bon, des Sayanim, les Hachera, il m'est arrivé déjà de faire des vidéos là-dessus, et malheureusement, je crois que il y a un problème avec ceux qui combattent le sionisme. Je ne vais pas désigner aucun. Voilà. Donc, il y a un problème. Ou bien ils sont incompétents, parce que, par exemple, combien de personnes, franchement, enfin, les auditeurs, bon, vous connaissez les youtubeurs pro-arabes ou anti-sionistes, etc. Combien ont parlé de ce qui va se passer dans les universités françaises avec l'article 1 sur l'antisémitisme? À ma connaissance, personne. Voilà. À ma connaissance, personne. Maintenant, ça, peut-être ça m'a échappé. Moi, j'aimerais bien qu'on me le dise. Mais malheureusement, et c'est ça le drame, c'est-à-dire on ne sait pas attaquer le fondement du pouvoir sioniste en France. Et c'est dramatique. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a quelqu'un que je peux pas, j'ai du mal à le critiquer parce que c'est quelqu'un depuis 20 ans, il a été expulsé du Parti socialiste. Il a écrit des livres. Peut-on critiquer Israël, etc. Bon. Il dirige un institut des relations internationales. Et vraiment, ça fait 20 ans qu'il est au combat. Il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, il y a cette espèce, comment dire, des gens comme lui, ils sont toujours en deçà de ce qu'il faut dire. Voilà. Il y a des frontières invisibles qu'il n'ose pas franchir. Cette semaine, ce monsieur, pour qui, encore une fois, comment dire, j'ai beaucoup d'estime pour le combat qu'il mène depuis 20 ans. Mais, cette semaine, il est passé sur une chaîne YouTube et c'était pourquoi on ne peut pas parler de génocide, pourquoi les médias, comment dire, n'osent pas, enfin, pourquoi il y a ce double discours, pourquoi les médias n'osent pas le faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc.
écoutez, moi, je suis un simple citoyen. D'accord? Bon, j'ai jamais eu ma carte de presse. J'ai jamais enseigné à la fac en France. J'ai jamais été introduit dans les cercles du pouvoir. Et pourtant, un simple citoyen comme moi, dès les années 90, j'ai su ce qu'étaient les Sayanis. Dès les années 90. Et dès que j'ai pu, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Printemps des Sayanim, avec des conférences, etc. Donc, vous n'allez pas me faire croire, enfin, je veux dire, c'est pas possible, que ce monsieur n'a jamais entendu parler des Sayanim. Enfin, ça paraît impossible, incroyable. Je veux dire, le CV de ce gars, il est impressionnant. Il est directeur, il est patron d'un institut des relations internationales depuis 30 ans. Donc, c'est pas. Voilà. Bon. Ben, je sais pas, moi, quand une vidéo comme ça sur les médias qui ne parlent pas de génocide, comment ça se fait? Mais pourquoi? Patati. Ben, je sais pas, moi, si on m'avait invité, j'aurais dit, vous savez, prenez, depuis 1959, le Mossad a désigné des dizaines, des centaines de journalistes juifs dont le cœur bat à Tel Aviv et pas à Paris. Voilà. Et donc, depuis 1959, font le boulot pour le Mossad. Voilà. Il faut le dire. Voilà. Il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà. Et malheureusement, vous savez, par exemple, sur l'IHRA, est-ce que vous imaginez la révolution que ça va faire dans les universités françaises? Ben, moi, j'ai l'impression, malheureusement, et vous verrez, hein, moi, j'ai l'impression que tout ça va passer comme une lettre à la poste. Et le jour où les étudiants ou les profs voudront faire un mémoire ou une thèse ou demander le livre d'Ilan Papé ou de Norman Finkelstein ou Le Printemps des Sayanim, ils leur diront ah bah, c'est antisémite, hein, d'après la définition d'IHRA. Et malheureusement, il n'y a pas de mobilisation à la mesure de ce que les universités françaises vont vivre. Nous allons rentrer dans une période noire, dans la dictature totale. C'est-à-dire que toute parole, toute critique du sionisme, alors que l'université, c'est vraiment le fondement, eh bien, toute critique sera interdite. Et vous imaginez ce que cela représente, c'est-à-dire tout le monde universitaire français sera réduit au silence. Voilà ce que c'est la signification de la nouvelle loi sur l'antisémitisme dans les universités. Et malheureusement, encore une fois, je répète, il y a un pouvoir, comment dire, une espèce de terreur idéologique qui est exercée sur les gens qui sont capables de comprendre, d'enseigner, de communiquer et de partager. Et malheureusement, la majorité sont touchés par cette, je ne peux pas dire une maladie, mais par cette, comment dire, par cette pression. Voilà. Et j'ai pas beaucoup, voilà, je le dis avec certaine tristesse, j'ai pas beaucoup d'espoir. Cette loi passera. Les opposants feront un peu une espèce de, comment on dit, l'expression ne me vient pas à l'esprit, un baroud d'honneur, voilà. Il faudra une espèce de baroud d'honneur, mais ils n'oseront pas affronter le vrai pouvoir du lobby qui impose une dictature intellectuelle sur les universités françaises. Voilà. Voilà, c'est la réalité. Hein. Donc, après, il ne faut pas venir pleurnicher, dire oui, machin, ceci. Il faut
il faut être capable, hein, il faut être capable de réfléchir, de raisonner et de dire les choses. Voilà, on pourrait être suffisamment nombreux et pour lancer une campagne d'explication, mais malheureusement, j'y crois pas trop. Mais c'est la réalité. Voilà, ça veut dire que lorsque cette loi sera votée, à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, lorsqu'elle paraîtra au journal officiel, eh ben, malheur à celui qui, dans une université française, prendra le risque d'analyser le sionisme tel que je viens de citer quelques exemples. Voilà, Wally, s'il y a des questions. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, là, on en est au stade de la proposition de loi. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher que cette loi se passe aujourd'hui, Non, non, attendez. soit adoptée, pardon. OK, l'article 1 dont j'ai parlé, d'accord? L'article 1 qui définit l'antisémitisme selon l'IHRA a déjà été adopté. Vous savez que la loi, en général, elle est votée article par article. D'accord? D'abord, on vote article par article et après, on revote la loi en entier. L'article 1 a déjà eu un vote massif en sa faveur. Voilà. Il n'y a que LFI qui a voté contre. C'est tout. Donc, 12% ou 13 ou 15% des députés. Tous les autres l'ont voté. C'est-à-dire que l'article n'est pas encore applicable mais l'article 1 a déjà été voté. Donc, on est passé aux articles suivants. Donc, il n'y a rien je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l'adoption de cette loi. Voilà. Très bien. Alors, j'ai deux personnes. John, je ne sais pas si tu veux intervenir maintenant. John, tu m'entends? Oui, c'est Malcolm. Bonjour tout le monde. Alaykoum salam. Attends, je laisse parler. Il y avait une question, monsieur. Vas-y, on t'écoute, John. Il y avait une question, monsieur Kwan. Est-ce que cette loi-là, ce que vous dites, c'est pas un peu la continuité de la dictature quand on parle de continuité, c'est par rapport à la loi qui sort. Alors, on t'entend pas bien, mais j'ai compris. Vous avez entendu, M. Cohen? Oui, j'ai compris. Ok. Non, alors, la loi Guesso, elle est spécifique à, comment dire, là c'est encore pire. Mais la loi Guesso, elle est spécifique à l'Holocauste. Voilà. C'est-à-dire que on ne peut pas, on peut. Enfin bon, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas envie je ne veux pas risquer de faire un dérapage. Bon, voilà. La loi Guesso, elle recadre comment dire, l'histoire de la Shoah. Voilà. Il ne faut pas sortir du cadre. Voilà. On vous a dit ça et ça et ça. Voilà, il faut accepter. Bon, très bien. Mais là, on rentre, et la loi Guesso, ça peut être dans n'importe quel domaine, le journalisme, l'histoire, ou le roman. Alors que là, on rentre dans la définition de l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme au sein des universités. Bien. Donc là, toutes les universités françaises vont être concernées. Sciences Po, l'ENA, l'École normale supérieure, Paris 8, enfin, toutes les universités, tout établissement universitaire sera concerné. Et donc, dans ces universités, on va leur dire, attention, il ne faut pas être antisémite. Ah, très bien. On va vous demander, mais c'est quoi être antisémite? Et là, on va vous sortir la définition de l'IHRA, dont je vous ai donné quelques grandes lignes. D'accord? Bon, je ne vais pas me répéter. Vous n'avez qu'à revenir au début de la vidéo. Et c'est là où ça va devenir problématique pour tous les chercheurs, pour les étudiants, pour les professeurs, pour ceux qui veulent faire une thèse, un mémoire, pour ceux qui veulent, par exemple, organiser une conférence, comme je vous ai dit, avec Ilan Pappé ou avec d'autres. Et donc, tout ce qui touche au fondement du sionisme, à ce qui pourrait être considéré comme
dérangeant pour les sionistes, etc., ce que j'ai cité tout à l'heure, relèvera de la définition de l'antisémitisme par l'IHRA et donc, ipso facto, sera considéré comme antisémite et donc interdit et donc susceptible d'être sanctionné par la loi. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. John, c'est très clair. Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur Cohen. Merci, John. Si tu veux intervenir, fais-moi signe, tu lèves la main. Je vais donner la parole à Aldo qui est avec nous sur TikTok. Bonjour. Bonjour, Attitude. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Attitude. Bonjour à monsieur Cohen. C'est toujours un plaisir de participer à votre live. Et c'est vrai que ma question s'adresse à monsieur Cohen, c'était de lui dire, ça va aller jusqu'à où ces histoires d'antisionistes, qui mélangent antisionistes et antisémites? Ma question est, ça va aller jusqu'à où, en fait, si vous me permettez, monsieur Cohen? Eh bien, ça va aller, c'est-à-dire que petit à petit, les taux se resserrent. C'est-à-dire, par exemple, on l'a vu avec pendant un an et demi du bombardement à Gaza, par exemple. Il y a des gens qui ont déclaré, qui ont lancé un appel au cessez-le-feu. Eh ben, c'était de l'apologie du terrorisme, par exemple. Ou bien qui parlaient de ce que vous voulez, voilà, c'est-à-dire ce qui se passe à Gaza. Bon, les exemples sont nombreux. Il y a cette affaire à Nice, etc. Il y a ce joueur de foot, comment il s'appelle, Youssef Attal, je crois, qui jouait à Nice. Exactement, ouais. Et qui malheureusement a été obligé de s'exiler. Il ne pourra plus jouer en France. Tout ça parce qu'il a dit, enfin, voilà, ça lui faisait mal au cœur. Donc en fait, les taux se resserrent. La nouveauté, c'est que jusqu'à présent, bon, il y avait la guerre, il y a la guerre à Gaza, et donc il y a cette répression. La nouveauté avec cette loi, c'est que tout le processus universitaire, je dis bien tout le processus universitaire, va être contrôlé par les sionistes. C'est-à-dire toute critique de l'idéologie sioniste. Et j'ai cité tout à l'heure certains exemples. Donc, toute critique sera à ce moment-là soumise à une autorité dont on peut considérer qu'elle est favorable à Israël, par la force des choses, hein, et qui dira ah, ça relève de la définition de l'antisémitisme. Et donc, pour la première fois, je crois qu'on n'est jamais arrivé à un contrôle pareil, c'est-à-dire museler le monde universitaire français. Je dis bien museler le monde universitaire français qui ne pourra plus faire son travail d'études, d'analyse, de conférences, de recherche universitaire, etc., etc. Et donc, le monde universitaire, une fois cette loi appliquée, ne pourra plus parler d'Israël. Voilà. Ou alors, il faut vraiment marcher sur des œufs. Voilà. C'est fini les thèses du style Ilan Pappé, etc. Ça, c'est terminé. Voilà. Je pense même que Le Printemps des Sayanim, mon roman Le Printemps des Sayanim, il pourra être relevé de cette loi, mais ce n'est pas dans un cadre universitaire. Voilà. Mais si j'étais dans un cadre universitaire, j'aurais pu, le livre pourrait être interdit, par exemple, ou bien on ne pourra pas faire une conférence là-dessus, etc. Voilà. Ça veut dire qu'on officialise un contrôle. Par exemple, un Stéphane Hessel, je ne sais pas si vous vous souvenez de Stéphane Hessel, eh bien, Stéphane Hessel, il y a quelques années, jamais il n'aurait pu faire une conférence à l'École normale supérieure, par exemple, ou à Sciences Po, parce qu'on lui dira, ça contrevient, ça rentre dans la définition de l'antisémitisme par l'IHRA, et donc c'est antisémite. Donc c'est ça, en fait, c'est le contrôle, c'est la mise au pas du monde universitaire. Est-ce que vous réalisez quand même le monde universitaire français, le monde universitaire français, le CNRS,
tous les spécialistes du Moyen-Orient, etc., seront dorénavant muselés par cette loi. Voilà. Très bien, merci. Alors, il y a plusieurs intervenants. Je vais donner la parole à Red Simontan. Bonsoir. On t'écoute si tu veux réagir sur le sujet, bien sûr. Ça veut dire que donc, si une analyse qui a fait une très bonne analyse, en tout cas, ça veut dire que ce sont les maîtres du monde, c'est ça? En tout cas, pour le moment, oui. Enfin, le monde occidental. Voilà. Et en tout cas, ils sont, regardez par exemple, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, le monde universitaire américain, il a été mis au pas. Voilà. C'est-à-dire que, alors que la liberté d'expression aux États-Unis, c'est un principe constitutionnel absolument déterminant. Personne n'aurait osé aller contre ce principe. Eh bien, pour Israël, aujourd'hui, et ce qui se passe dans les universités américaines, c'est juste incroyable. Et donc, aujourd'hui, cette même mise du sionisme sur la pensée universitaire, la pratique universitaire, elle est inscrite dans la loi. Avant, c'était, bon, on faisait des pressions, etc., les sayanim. Là, il y a la loi. C'est très simple. Si vous voulez faire une recherche, si vous voulez inviter un conférencier, etc., on vous dira, ah, d'après la définition de l'IHRA, c'est antisémite. Voilà. Et même vous risquez la prison. Donc, en fait, c'est la mise au pas de la recherche universitaire. C'est colossal. C'est colossal. Voilà. Monsieur Cohen, question importante là. Quel groupe politique a proposé cette loi et qui l'a faite? Alors, je ne sais pas qui l'a proposé. Je ne me souviens pas. J'ai dû le lire, mais dans l'article que je vous ai envoyé, il ne s'est pas cité. Bon, je le dirai la prochaine fois si vous voulez. Très bien. Bon. Red, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Les seuls qui se sont opposés sont les filles et les communistes. Attends, Red, attends, parce que quand M. Cohen parle, il ne peut pas t'entendre en même temps. Donc, attends qu'il finisse. Alors, tout le monde a voté pour, sauf LFI et le Parti communiste. Voilà. Ok. Vas-y, Red, si tu veux rebondir. Alors, comment expliquer aujourd'hui, parce que c'est un pouvoir colossal, comment on en est arrivé là? Et comment aujourd'hui, personne ne peut contrecarrer cela? Et c'est dû à quoi? Donc, ce pouvoir qui leur permet de faire à la limite, de faire ce qu'ils veulent, quoi. D'où se vient ce pouvoir? Et comment on en est arrivé là, quoi? Comment on en est arrivé là? Par la lâcheté, l'ignorance, la stupidité des opposants. Voilà. Des pro-palestiniens, des pro-arabes, des progressistes, etc., qui n'ont jamais voulu prendre le courage de se battre. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce monsieur qui est patron d'une institution de relations internationales, qui a critiqué Israël pendant 20 ans, qui critique Israël depuis 20 ans, mais il n'a jamais osé aller au-delà de la critique. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a jamais osé parler des Sayanim. Or, si vous ne parlez pas des Sayanim, si vous ne parlez pas de ces juifs, de ces milliers de juifs français, américains, on est en France, on va parler des juifs français, des 4 000 à 5 000. Personne n'a osé en parler. Je suis le seul, je regrette. J'aurais voulu que d'autres en parlent. Mais voilà, le fait est là qu'il y a un climat de terreur sur les gens qui auraient pu lever l'étendard de la révolte et dire pourquoi. Moi, j'explique pourquoi. Parce qu'il y a 4 000 à 5 000 juifs bien introduits dans les médias, la politique, la franc-maçonnerie, etc., et qui ont manigancé pour introduire ce pouvoir d'influence. Le drame, c'est que ceux qui auraient pu le dénoncer et s'y opposer n'ont jamais eu le courage de le faire. D'accord? Voilà. Par exemple, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je vais le dire. Il y a
par exemple, l'association France-Palestine Solidarité, voilà, qui est une organisation importante, qui touche 100 000 euros par an de subventions, et qui, lorsque le printemps des Sayanim est sorti, a dit à ses membres, je le sais, bon, donc c'est pas la peine de me. Voilà, a dit à ses membres, il est interdit d'entrer en contact avec Cohen et de parler de son livre. Voilà. Donc, c'est ça le drame. Ça veut dire que l'opposition n'est pas là. Quand il s'agit. Pourquoi? Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. BDS. Voilà. BDS avait organisé en 2015-2016 une conférence, une soirée à Paris. Et pour y aller, il fallait s'inscrire. Moi, je me suis inscrit pas juste pour assister. Hein. C'était pas pour prendre la parole ni rien du tout. Et donc, j'ai dit, voilà, je voudrais, merci de m'inscrire, cordialement, Jacob Cohen. Bon. Donc, ils ont su qui j'étais et ils m'ont dit, nous préférons que vous ne veniez pas. Voilà. Et donc, si vous voulez, quand vous avez toutes ces organisations de résistance, entre guillemets, d'opposition, de fausse résistance, qui font dans leur culotte, qui font dans leur pantalon parce qu'ils ont la trouille. Voilà. Et donc, comment voulez-vous? Évidemment, vous laissez le champ libre au lobby. Il peut faire ce qu'il veut après. Voilà. C'est lui qui dit. L'IHRA, elle date depuis 9 ans. Voilà. Moi, j'ai commencé à en parler il y a à peu près 7-8 ans. Voilà. Bon. J'en ai parlé comme ça parce que je sais que l'IHRA, elle a commencé à donner, à faire adopter sa définition par des pays, par des villes. Par exemple, la ville de Paris a adopté la définition de l'IHRA. La ville de Strasbourg a résisté, n'a pas voulu, etc. Je vous ai dit par exemple que les universités australiennes ont adopté la définition, etc. Donc, mais pourquoi, moi, quand je publie ces informations et les faits, le contenu explosif qu'elles ont, pourquoi elles ne sont pas relayées par toutes ces organisations qui se disent antisionistes, pro-palestiniennes, etc. Voilà. Moi, je regrette, je ne les entends pas, je ne les entends jamais parler de l'IHRA, des Sayanim, etc., etc. Et c'est ça, le vrai pouvoir, il est là, mais on n'ose pas le dénoncer de cette façon-là. Voilà. Alors, très bien. J'avais Adèle qui est avec nous. Red, je te donne la parole juste après. Je vais faire tourner un peu. Adèle qui est avec nous. Adèle, ton micro. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Cohen, bonjour tout le monde. Ma question est la suivante. Je vous ai entendu parler et je crois avoir perçu l'étendue et l'importance de ce que vous dites, c'est que l'esprit critique n'a plus le droit d'émerger dans les lieux justement où l'esprit critique est censé émerger, c'est-à-dire dans les universités. Et je comprends l'importance de ce que vous dites et la dangerosité que cela va faire. Mais ma question est la suivante. Elle est un peu profonde. Ne croyez-vous pas, Monsieur Cohen, que finalement, avec cette loi, l'on n'est pas en train de museler? Oui, on le fait, mais jusqu'où pourra-t-on museler une nature humaine, celle de l'observation, de la critique, celle qui relève du jugement humain normal, naturel, jusqu'où cette anormalité pourrait résister à la nature humaine elle-même? Ne croyez-vous pas que ces tentatives réussies, d'ailleurs selon ce que vous dites, vont pouvoir réussir? Jusqu'où ça s'arrêtera? Et croyez-vous pas que finalement ça serait pour eux juste un gain momentané parce qu'ils s'attaquent à la nature humaine même, que l'on ne pourra pas changer à long terme, que ces tentatives ne seront pas fructueuses à long terme? Je suis d'accord avec vous. Philosophiquement parlant, historiquement parlant, la nature des sociétés, l'évolution des sociétés humaines nous a montré qu'aucune dictature, qu'aucun totalitarisme
n'a réussi à s'imposer durablement. Voilà. C'est-à-dire, on peut le faire pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais il arrive un moment où ça ne peut plus durer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a des résistances. Moi, par exemple, j'écoute des chaînes américaines de résistance. Le sentiment anti-israélien, il est exacerbé. Enfin, je veux dire, il faut voir. Bon, bien sûr, aujourd'hui, et c'est ça aussi, vous savez, il y a le phénomène de l'hubris, ce qu'on appelle le phénomène de l'hubris, c'est-à-dire le phénomène de la puissance. C'est-à-dire aujourd'hui, le lobby sioniste, il se dit, je suis le plus fort et je peux contraindre tous les gouvernements occidentaux à m'obéir, à faire ce que je veux dans les universités, dans les administrations, etc. OK, aujourd'hui, le pouvoir obéit. Voilà, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'ils sont là, etc. Parce que les autres enseignants dans les universités, ils ont la trouille. Parce que les partis politiques, ils ont peur, etc. Bon, très bien. Mais ce qui pousse le lobby à faire encore plus, c'est-à-dire à être plus dictatorial, à humilier les opposants, à les mettre en prison pour un oui, pour un non, etc. Mais évidemment, à un moment, ça explosera. C'est-à-dire parce que et la nature humaine, et l'évolution sociale, etc. Et donc, il y a ce capital de haine et de résistance qui est en train de monter partout. Mais le lobby sioniste, il ne veut pas en prendre conscience parce qu'il est emporté par ce sentiment d'hubris. Il peut dire à Macron, tu fais ça et ça et ça. Et il le fait. Il peut dire à Trump, tu fais ça et ça et ça, et il le fait. Et donc, il est emporté par son délire de puissance. Il veut contrôler les universités, il veut contrôler l'économie, il veut contrôler les banques, il veut tout contrôler. Voilà. Mais à un moment donné, d'abord, ils ne sont même pas 1%. Donc, voilà. Et deuxièmement, à un moment donné, les gens vont se révolter pour toutes sortes de raisons. Peut-être pas pour des raisons spécifiques comme ça, mais l'histoire humaine a montré qu'aucune dictature de ce type n'a duré. Voilà. Elle peut durer quelques décennies. Et donc, vous savez, tous ces sentiments de rejet, de haine qu'on voit ici ou là, etc. D'ailleurs, même on dit que Trump, il est excédé par le comportement de Netanyahou, etc. Il va arriver un moment où le vase va déborder. Voilà. Moi, je ne peux pas dire, personne ne peut dire quand, comment, à quelle date et de quelle façon. Mais il arrivera un moment où le vase va déborder et puis ça sera le retour de bâton. Et moi, je dis que le retour de bâton sera terrible. Voilà. Parce que tout ce qu'ils ont fait, un jour, ils le paieront. Voilà. Alors, M. Cohen, juste avant de redonner la parole à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a pas mal d'intervenants là qui veulent intervenir, est-ce que demain, si on change de gouvernement, cette loi, si elle est adoptée, pourra être abrogée par le nouveau gouvernement? Évidemment, toute loi est abrogeable. C'est-à-dire, vous avez une loi, s'il y a un nouveau gouvernement, ou même le même Parlement, 2 ans après, ou je ne sais pas quoi, il peut très bien l'amender, il peut très bien prendre une loi différente. Donc la question est, voilà, c'est clair. Très bien, merci M. Cohen. Alors, il y avait avec nous Feu Femme sur TikTok, avant de donner la parole à Nadia. Feu Femme, vous m'entendez? Feu Femme une fois. Feu Femme 2 fois. Feu Femme, ok. Bon, il n'y a personne. Nadia, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre.
je vous ai lu dès la sortie de votre livre, ça remonte à 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus très bien. Avec l'âge, on n'a plus, j'ai plus la notion du temps. Je vous rejoins, mais ça a démarré depuis très très longtemps, cette histoire. Moi, j'avais remarqué, comme j'étais à Paris dans le 5e et que j'étais éditeur et galeriste, j'avais remarqué que le monde culturel, tout le monde culturel, leur appartenait. Que ce soit les éditions, que ce soit la musique, le cinéma, les médias évidemment, le disque et l'art. La majorité, et ça c'est le constat que j'ai fait pendant 30 ans, hein, à être dans le 5e. Et c'est en marche depuis très très longtemps. Et au-delà de certaines chaires qui leur appartiennent en médecine, ou, etc., ou dans les finances, la culture, pourquoi? Et c'est le constat que j'avais fait, c'était la mémoire. Tout ce qui appartient à la mémoire pour refaire l'histoire, à mon avis, et pour continuer à entretenir, à refaire l'histoire, ouais, à leur mémoire à eux. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe aussi, et c'est pour ça que c'est très inquiétant, c'est que à force d'arrêter les gens qui sont pro-palestiniens, interdire les associations, les gens qui s'expriment sur TikTok ou ailleurs, ça va finir par amener les gens à se faire eux-mêmes une censure. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. De l'autocensure. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, ça a commencé, hein, parce que moi, quand je fais des posts, on me dit, Nadia, tu peux pas écrire ça, ils vont te tomber dessus, parce que j'ai un copain qui, sur TikTok, eh ben, ils lui sont tombés dessus, et il ne fait plus ses lives à cause de ça. Oui, très bien. Voilà. Nadia, est-ce que tu as une question à Monsieur Cohen sur la situation? Bon, tu as l'air très au fait, effectivement. Mais si tu as, profites-en tant que M. Cohen est avec nous, si tu as une question concernant la situation et l'évolution peut-être de cette situation. L'évolution, je le suis en phase avec M. Cohen. Le président états-unien commence à être excédé parce que Israël demande l'intervention des États-Unis pour l'Iran. Et là, il commence à être excédé. C'est les informations que j'ai eues aujourd'hui. Parce qu'ils veulent que les États-Unis interviennent comme ils sont intervenus en Irak et en Syrie. Ils veulent que ça se passe aussi en Iran. Voilà. Et je pense que là, je rejoins M. Cohen. Votre témoignage est intéressant parce qu'il montre comment, quand il suffit qu'il soit quelques-uns dans un domaine pour créer une espèce de toile d'araignée pour contrôler ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils contrôlent pas mal la culture, l'édition, etc. Et qu'ils imposent leur vision. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage, Nadia. Voilà, donc Nadia, si vous voulez rajouter quelque chose, je vous laisse le micro. Sinon, Nadia, votre micro, je ne vous entends pas. Nadia, on ne vous entend plus. Excusez-moi, mon micro était fermé, je n'avais pas vu. Non, je vous salue, je voulais juste, même l'enseignement, hein, l'enseignement supérieur, hein, parce que j'ai eu comme ça des faits qui ont fait que j'ai eu des amis linguistes qui n'ont pas pu obtenir l'évolution de leur carrière à cause de ça. Voilà. Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pour étayer ce que disait M. Cohen. C'est gentil, merci de votre témoignage, Nadia. Merci à vous. Alors, Red, si tu as une autre question peut-être. Oui, j'ai deux questions, moi, qui me turlupinent. M. Cohen, c'est clair, c'est très pertinent et quelque part, ça m'intrigue. Monsieur Cohen, moi, j'ai deux questions. Dans un premier temps,
qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous dénoncez ça, vous, personnellement et à quel moment, enfin, pourquoi vous le faites et concrètement, ça, bien sûr, c'est sans ambiguïté de ma part, ma question. Hein. Simplement, c'est que vous vous positionnez pour dénoncer, pour alerter les gens et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a vraiment un malaise. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mes enfants ne sont pas dans cette culture, dans cette religion ou dans ce parcours, ils seront amenés à ne pas forcément réussir? Je n'ai pas très bien compris la deuxième question, pardon. Alors, alors, répondez peut-être à la première déjà si vous avez compris. Je vais répondre à la première. Bon, écoutez, moi, comment dire, je ne vais pas revenir sur mon parcours, etc. Bon, j'ai eu un parcours, j'étais dans un mouvement sioniste, de jeunesse sioniste au Maroc, etc. Puis, il y a eu tout un parcours et tout. Bon, moi, j'ai découvert comment dire, pour moi, le sionisme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Si vous voulez, j'ai vu comment le sionisme a déraciné la population juive marocaine. La communauté juive marocaine, il l'a détruite. Et elle était constituée de pratiquement 350 000 personnes dans les années 50. Il l'a détruite pour peupler, en tout cas pour en prendre une partie et peupler Israël. Voilà. Mais peupler d'une manière, ces gens-là étaient considérés comme du bétail, comme des êtres qui ne comptaient pas beaucoup, etc., étaient maltraités. Et moi, c'était, comment dire, c'était le sionisme d'un point de vue concret, c'est dans la réalité, comment il a traité d'abord les juifs marocains, c'est-à-dire mes compatriotes et mes coreligionnaires, et comment il traitait par ailleurs les Arabes d'Israël, puis les Palestiniens, etc. Bon, il se trouve que moi, comment dire, je ne suis pas un militant au sens propre. Enfin, c'est-à-dire, je n'ai jamais fait partie d'une organisation. Peut-être j'ai pu faire partie d'une organisation quelques mois, et puis après, je suis plutôt quelqu'un, disons, un franc-tireur ou un individualiste, ce que vous voulez, ou un intellectuel qui fait son boulot dans son coin, et ses analyses. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette histoire d'organisation. C'est vrai que c'est frappant, hein, parce que les gens se disent, mais d'où vient leur pouvoir? Voilà. Comment ça se fait? Ils ne font même pas 1%. Et pourquoi les autres, qui sont plus nombreux, etc., n'arrivent pas à résister? Et c'est ça, moi, qui me fascinait. Et donc, je les ai vus à l'œuvre. Je les ai vus à l'œuvre en franc-maçonnerie, dans les médias, etc. Mais j'étais dans mon petit coin et à l'époque, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux et que comme je ne publiais pas encore ou je publiais autre chose, mais à partir du moment quand j'ai pu le faire, moi, ce qui me fascine, c'est la pénétration, le travail de l'ombre, cette organisation fantastique, parce qu'il faut le reconnaître, c'est fabuleux ce qu'ils font, en termes d'efficacité, en termes des gens qui savent utiliser leur influence, leur solidarité, etc. Et donc, voilà ce qui me motive, si vous voulez. C'est plus... bon, on peut dire peut-être, c'est peut-être un peu présomptueux, je suis un petit peu un lanceur d'alerte. Voilà, peut-être, enfin, sur le pouvoir profond, invisible des sionistes. Voilà. Comment ils arrivent à contrôler, pourquoi, par exemple, des gens qui pourraient être, je ne sais pas moi, des juifs universalistes, parce que le juif a toujours été universaliste. Comment le juif universaliste a été réduit à servir le Mossad. Voilà. C'est fascinant d'analyser ça. Voilà. Donc, c'est un peu ce côté plus, chez moi, plus intellectuel et plus centré
sur le rapport de force humain, sur la soumission, sur l'obéissance, sur la révolte, etc. Donc voilà un peu, enfin, en gros, à gros traits, ce qui me pousse à creuser dans cette voie-là. Et il y en a d'autres qui font autrement. Voilà. Alors, il y avait une deuxième question, si vous voulez la poser. Oui, vas-y, on t'écoute. Ton micro n'est pas terrible. Essaye de t'approcher. Voilà, c'est mieux là. Je disais donc, monsieur Cohen, si dans ce cas, moi j'ai des enfants aujourd'hui, je les pousse à faire des études supérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes enfants ne sont pas sionistes, est-ce qu'ils sont amenés à ne pas forcément aussi bien réussir et à avoir la possibilité d'évoluer réellement et concrètement en société? Ah, ben ils réussiront s'ils ne font pas les malins. C'est-à-dire, on leur dira, voilà, écoutez, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous êtes informaticien, vous êtes politicien, ce que vous voulez. Mais voilà, Israël, ne vous en occupez pas. Voilà. Voilà. Vous savez, c'est intouchable. Voilà, c'est un domaine, il vaut mieux ne pas y toucher, ça, vous allez vous brûler. Voilà. Alors, oui, excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Si vous pouvez juste répéter la fin de l'intervention, M. Cohen. Moi? Oui, parce qu'on a eu une petite coupure sur les autres plateformes, ça a coupé, ils n'ont pas entendu. Ah oui, d'accord. Ben, c'est-à-dire, en fait, vous pouvez, vous savez, quand il y a une dictature, mettons par exemple une dictature communiste ou la dictature nationale-socialiste, enfin quand il y a un régime totalitaire, moi j'ai connu un peu de près l'Allemagne de l'Est, parce que j'ai vécu à Berlin-Ouest. Bon. En fait, qu'est-ce qu'ils demandent aux citoyens dans ces pays-là, où il y a le totalitarisme? On leur dit, faites votre vie, allez danser, allez jouer au foot, ce que vous voulez, mais ne vous occupez pas de politique. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Eh bien, ici en France, on va dire aux jeunes, écoutez, faites ce que vous voulez, allez danser, flirter, voyager, mais ne vous occupez pas du sionisme. Voilà. Ce n'est pas votre domaine. Voilà. D'accord? Et vous aurez la vie tranquille. Si vous voulez être ingénieur, vous serez ingénieur, etc. Mais ne vous occupez pas d'Israël. Voilà, ça c'est un domaine, disons, qui est réservé ou dangereux. Voilà. C'est un peu comme prendre de la drogue. Très bien. Aldo, qui nous a rejoint. Aldo? Oui, rebonsoir. Ma question, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a peut-être 3-4 mois de ça, il y avait une certaine ministre, une femme ministre qui avait demandé justement au préfet que toute personne qui souhaitait la naturalisation était dans l'obligation de reconnaître l'État d'Israël. Est-ce que cette loi est passée ou non? Alors, à ma connaissance, elle est valable en Allemagne. Mais à ma il y a peut-être 5-6 mois, c'était une ministre qui avait justement fait une proposition dans ce sens. Oui, mais je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas au courant, mais je ne crois pas. Maintenant, peut-être ça m'a échappé, mais je ne crois pas que il y a une telle règle, une telle mesure qui a été adoptée en France. Vous savez, une mesure, c'est-à-dire ça peut être une loi, ça peut être un décret, ça peut être, enfin voilà. Donc, je ne sais pas si c'est appliqué en France. Par contre, ce que j'ai posté il y a quelques jours, pour quand on demandera la naturalisation, on passera un examen d'histoire de France. Or, j'imagine que quand on passe un examen d'histoire de France, on peut poser des questions sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il vaut mieux connaître certains chapitres de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Voilà. Ça devient grave, M. Cohen, quand même. Hein. Pardon? Pardon? Il se marre. Il a dit que ça devient grave, pardon, M. Cohen. Oui. Ah oui, ben oui, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit à celui qui m'avait demandé si ça va durer longtemps, à un moment donné, ça pètera. Voilà. Ça peut pas.
Vous savez, toutes les dictatures, tous les régimes totalitaires, à un moment donné, ça pète. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui a le pouvoir, il se croit trop puissant et il veut toujours plus. Voilà. À un moment donné, ça ne pourra plus fonctionner. Alors, très bien. Je vous remercie tous les intervenants. Je vais faire un petit tour du chat parce qu'il y avait pas mal de questions, M. Cohen. Et la première, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de la visite de Joulani est reçue par l'Élysée là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire, bon, vous savez, par exemple, comment dire? Bon, ils voulaient se débarrasser du régime d'Assad. Bon, très bien. Alors, ils ont dit qu'on ne pouvait pas. Là, par exemple, ils justifient la visite en disant il faut parler avec le pouvoir en place. Or, donc, alors que Assad aussi était un pouvoir en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut jamais croire les hommes politiques. Les hommes politiques sont des. Bon, c'est un mot qui me venait à l'esprit, mais je n'ai pas envie de le dire parce qu'il est vulgaire, mais ce sont de menteurs. Voilà. Un homme politique est par définition un menteur. C'est dans sa nature. C'est-à-dire, Assad, vous savez, il peut vous dire, un homme politique peut vous dire, voilà, il faut discuter avec le régime en place, mais quand le régime en place ne l'arrange pas, il dit, mais on ne peut pas parler avec lui. Donc, en fait, il peut vous dire noir cette semaine, mais la semaine prochaine, il vous dira blanc. Donc, ça n'a pas de sens. Un homme politique, il n'y a que l'intérêt qui le pousse à faire ceci ou cela. Bon, voilà. Donc, la France, l'Europe, l'Occident a intérêt à intégrer cet islamiste, bon, pour leur raison, voilà. Eh bien, il l'intègre, c'est tout. Et ils n'en ont rien à fiche des droits de l'homme, des droits des minorités, etc. Tout ça, c'est juste pour vous montrer à quel point ils sont menteurs et ils n'ont aucun scrupule. Monsieur Cohen, est-ce qu'il aurait agi sous les ordres du moins, est-ce que l'Élysée, Macron l'aurait accueilli sous les ordres d'Israël? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, en fait, le régime syrien actuel, il a la bénédiction de la Turquie, d'Israël, de l'Occident, de l'Europe, et donc de l'Union européenne, de Washington. Et tous trouvent un intérêt à ce qu'il soit là. Voilà. Et donc, eh ben, ils arrangent l'histoire à leur manière. Ils arrangent. Ça veut dire, mais quand il y a eu, il y a un mois ou deux, ils ont assassiné, je ne sais pas, 1 millier d'Alaouites. Et ils continuent à tuer, etc. Eh bien, vous savez que, d'ailleurs, nos médias, ils obéissent. Et donc, il y a un intérêt. Alors, l'Occident a intérêt à avoir ce type-là en ce moment-là. Et ben donc on arrange l'histoire pour que ce soit ainsi. Voilà. Très bien. Alors, il y avait Combo qui voulait poser peut-être une question. Il était là depuis tout à l'heure. On t'écoute, Combo. Salam alaikum, Altitude. Bonjour, Monsieur Cohen. J'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le retour de bâton pour l'entité sioniste. Oui. Est-ce que vous pensez que ce retour de bâton, ce sera dans un futur proche ou plutôt un futur très éloigné? C'est difficile à dire. Moi, je crois que ça commencera à craindre à partir de 5 à 10 ans. Voilà. En gros, hein, comme ça, parce que vous savez, parfois l'histoire s'accélère. Voilà. Il y a des accélérations qu'on n'a pas prévues.
comme ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, le Liban, etc. Il y a une accélération. Et donc, mais à mon avis, ça commence déjà à chauffer sous les pieds des sionistes et autres communautaristes. Voilà. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que parfois, on a un sentiment de puissance tel qu'on oublie toute prudence et on oublie toute mesure. Voilà. C'est pour ça qu'ils se croient tout permis et ils martèlent leur pouvoir et ils obligent, enfin je veux dire, vous imaginez les universités américaines quand même, le temple du savoir, enfin, ils les écrasent, ils leur disent, voilà, vous allez combattre, il n'y a pas de liberté d'expression, voilà. On ne veut pas de critique d'Israël, point barre, voilà. Sinon vous dégagez, sinon on vous coupe les vivres. Enfin, vous imaginez, c'est l'Amérique quand même, zut, enfin, je veux dire vraiment. Les Columbia, universités, etc., les MIT, les Yale, et ils leur disent ça. Vous imaginez l'humiliation. Ok, aujourd'hui, ils plient parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il ne faut pas croire que les gens sont dupes, que les gens vont accepter ad vitam aeternam. Voilà. Donc, à un moment donné, il y aura un retour de bâton. Et le retour de bâton se fera un peu partout. Hein. D'ailleurs, moi, ça fait longtemps que je dis que une des conséquences du sionisme, ça sera le peuple juif va trinquer à travers le monde, hein, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il aura, qu'il le veuille ou non, il aura collaboré. Donc, voilà. Très bien. Combo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, Bon, j'aurais une deuxième question. Est-ce que vous pensez que ce retour de bâton, il se fera par les pays arabes aussi? Ou est-ce évidemment, que ben, ils auront leur part. Parce que, vous savez, la nation arabe, elle est humiliée depuis 80 ans. Vous savez, même les Arabes qui ont signé des paix avec, la paix avec Israël, vous savez, ils l'ont signé la mort dans l'âme. Bon, voilà, ils font semblant. Mais le jour où on leur dira, bon, allez-y, la voie est ouverte, je vous assure que ça ne sera pas drôle. Hein. Voilà. Ah, il y en a, ils font pas si semblant que ça, Monsieur Cohen. Il y avait une petite question concernant Trump là, qui va bientôt faire une. Après, je te donnerai la parole, Red. Donc, il y avait Trump qui va bientôt faire une tournée au Moyen-Orient et il dit en substance qu'il y aura de très grandes surprises, mais de bonnes surprises. D'après vous, ça serait quoi? Vous savez, moi, j'ai. Comment dire? Bon, la première surprise, franchement, ça serait qu'il arrive à un accord avec l'Iran, parce que ça dénouera pas mal de crises dans le coin. Et vous savez, avec Trump, le problème, c'est que j'ai souvent dit, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je définis Trump, je dis c'est un Yankee. Voilà. Pour moi, dans mon esprit, c'est quoi un Yankee? Un Yankee, c'est un impérialiste. Voilà. Et donc, il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, bien sûr, il voudrait ne pas faire la guerre, mais il cherche à dominer. Voilà. Ça veut dire il a dans l'ADN du Yankee, il y a le contrôle du monde, il y a la superpuissance. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec Poutine, avec l'Ukraine. Il a bien voulu se lancer dans un processus de paix, mais au dernier moment, c'est-à-dire le prix à payer, reconnaître sa défaite et accepter, voilà, bon, ben voilà, et ben ça, il n'a pas pu. Voilà. Et c'est ça le problème. Ça veut dire, est-ce qu'il peut aller au-delà de sa nature de Yankee? C'est-à-dire, et admettre que son pouvoir, le pouvoir de l'Amérique, a des limites.
Voilà. Et ça, ça m'est difficile de le penser. Je ne crois pas qu'il est capable, parce que c'est dans sa nature, c'est dans l'ADN de l'Amérique de vouloir dominer le monde. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on l'a vu d'ailleurs dans son premier mandat. Il n'a rien fait pour régler le problème de l'Ukraine. L'Iran, il y avait un accord qui marchait très bien. Il l'a dénoncé. Donc, c'est quelqu'un qui ne perd pas de vue la puissance de l'Amérique. Voilà. Et donc, c'est ça qui. Alors, donc, à la lumière de ce que je viens de dire, est-ce qu'il acceptera un accord équilibré avec l'Iran, ou bien il voudra amener l'Iran à accepter un accord, comme par exemple, un accord inenvisageable pour l'Iran serait de lui dire, bon, ok, ce que vous faites avec l'enrichissement de l'uranium, etc., votre uranium enrichi et tout, il faut le déposer dans un autre pays. Voilà. Ça veut dire que vous ne le contrôlez plus. Et donc, mais ça, je veux dire, l'Iran ne pourra jamais accepter ça. Regardez ce qui est arrivé à la Libye, par exemple. Kadhafi, il leur a fait confiance. Kadhafi, il était dans un processus de création d'armement sophistiqué, qui aurait pu contrer. Alors on lui a dit, mais non, voilà, tu vas entrer dans le concert des nations et tout, et il leur a fait confiance. Et oui, il ne faut pas faire confiance à l'Amérique, jamais. Et donc, je ne sais pas de quelle manière il va aborder sa tournée. Voilà. Ok. Mais je crois. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. Il y a d'autres questions. Alors, il y a deux petites questions, puis on essaye de clôturer. Bref. Hein. Red, assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Cohen, déjà, Altitude, merci beaucoup pour ton live, c'est génial. Monsieur Cohen, je voudrais vous poser une question concernant le fait que, comme vous l'avez dit, vous étiez d'origine du Maroc. Que pensez-vous aujourd'hui le fait qu'Israël a pu, a eu une alliance avec le Maroc? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est le Maroc qui l'a décidé ou est-ce qu'on l'a obligé? Et comment vous percevez ça, vu de la conjoncture actuelle, en sachant qu'Israël, quelque part, est au Maroc? Donc, est-ce que ça peut être un bien, un mal? Est-ce que ça peut engendrer des problèmes pour les pays voisins ou pas? Ou c'est vraiment une stratégie de leur part et c'est comme on appelle ça un business plan qui vont les amener peut-être à faire autre chose derrière? Alors, d'abord, je crois avoir dit dans une émission précédente que l'establishment marocain, depuis 40-50 ans, il est travaillé par les sionistes. Je dis sionistes comme ça de manière globale. Voilà. C'est-à-dire, depuis Hassan II, le Mossad a ses entrées dans le pays, les conseillers militaires, les liens économiques, le renseignement. Donc, l'establishment marocain sécuritaire, militaire, économique, il a été préparé à cette alliance avec Israël. Bon, d'une part. Deuxièmement, le Maroc, ou le régime, je préfère dire le régime marocain, a vu dans cette alliance une possibilité de régler le problème du Sahara occidental en sa faveur. Ce qui est énorme. Je veux dire, s'il y arrive, c'est colossal pour le Maroc. Parce que c'est une question vitale pour le régime marocain. Cette histoire du Sahara. Voilà. Donc, rien qu'avec ça, il se dit, bon, après tout, et puis il n'est pas le premier pays à normaliser ses relations avec Israël, sauf que, à mon avis, le Maroc a mis le doigt dans un engrenage assez terrible parce que ce n'est pas seulement une normalisation diplomatique, c'est quasiment une alliance stratégique. Et une alliance stratégique avec le diable. Parce que franchement, s'allier avec Israël, c'est mettre son destin entre les mains de on ne sait pas qui. Voilà. Comment on peut faire confiance en ce régime? Prenons par exemple les armes que Israël vend, les missiles ou les drones, etc., que Israël vend au Maroc. Mais le jour où le Maroc n'obéira pas à Israël, mais ces armes ne serviront à rien. Parce qu'il y a des puces dans ces armes qui empêcheront ces armes de fonctionner. Donc, vous savez,
comment dire, si l'Amérique est le diable, Israël est le diable puissance 10. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi. Et en plus, ils détestent les Arabes et ils méprisent les Arabes. Et tout le monde, tous les Arabes, les Marocains comme les Palestiniens, etc. Et donc, s'allier de cette façon, mettre son destin dans les mains quasiment d'un tel régime, c'est un danger potentiel. Parce que ce sont des gens dangereux qui n'ont aucune, on ne peut pas les croire. Voilà. Donc c'est quand même, c'est un risque énorme pour le régime marocain. Merci, M. Cohen, pour cette réponse très, très, très importante pour ceux qui nous écoutent. Dernière question. Merci à toi, Red. Dernière question. Merci, M. Cohen. Merci beaucoup, Altitude, et à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Iron. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? On t'entend. Bonjour, Altitude. Bonjour, M. Cohen. Une petite question rapide. Ce texte de loi qui vise à lutter contre l'antisémitisme, même le racisme et d'autres discriminations, je pense que personne n'y voit forcément d'objectivité, même s'il est vrai qu'on touche à la liberté au niveau de l'enseignement supérieur, car par exemple le voile est interdit au collège, au lycée, mais pas dans les universités, car elle bénéficie de lois assez spécifiques. Et en fait, la question que je me pose, c'est que cette vanité, cette hubris que nous rapporte Netanyahou, le sionisme, ne va-t-il pas se retourner contre eux? Et quelle est la prochaine étape? C'est un projet de loi antisioniste? Merci. La prochaine étape, moi je ne la connais pas, mais disons que la prochaine étape sera une espèce de, comment dire, de sanctification du sionisme, par exemple. Enfin, je ne sais pas, ça veut dire il faut peut-être, je ne sais pas, une fois par semaine, il faut chanter dans les écoles une chanson à la gloire d'Israël, par exemple. Je ne sais pas, ou bien, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il y a d'abord, il y a pratiquement on fait tout pour, je ne sais pas ce qu'ils peuvent obtenir de plus. Voilà. Et quant au reste, enfin, la première partie de votre question, j'ai déjà répondu au début, donc voilà, c'est pas la peine que je me répète sur l'objectif de cette loi. Mais cette loi, elle fait partie d'un, comment dire, voilà, lorsqu'ils auront atteint cet objectif, ben, ils diront, je ne sais pas moi, par exemple, quand il y a une fête juive, ça sera un jour férié, je ne sais pas ce qu'ils peuvent imaginer. On peut imaginer des tas de choses pour imposer comment dire, sa domination, voilà. Bon. Allez, très bien, je ne vous retiens pas plus, M. Cohen, j'en avais une petite dernière, mais je la garde pour la semaine prochaine. Allez, c'est pas grave, merci à vous. Comme vous voulez. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt, merci M. Cohen, au revoir. Alors les amis, merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, vendredi prochain, même heure, même jour, donc à 19h30. Et avec toujours une analyse de l'actualité avec M. Cohen. Excellente soirée à vous. Bon week-end. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.